Merci. Allô? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter pour commencer. Donc, je suis Cédric Ficheux. Je suis cofondateur de SBI. Et donc, j'ai été contrôleur de gestion dans le passé avant de cofonder SBI. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de directions financières dans leur transformation. Et donc, j'ai connu Rémi il y a quelques années quand il travaillait chez Danone. Donc, on a eu l'occasion de faire un projet ensemble. Et aujourd'hui, on a l'occasion de retravailler ensemble dans son nouvelle entreprise. Donc j'ai en tout cas le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et je te remercie d'être venu. Merci Cédric, merci à vous de la présence. Moi je suis content d'être ici. Aujourd'hui je suis basé en Île-de-France, mais j'ai des racines dans le Nord, donc ça me fait un énorme plaisir de venir ici à Lille. Je me présente très rapidement, je m'appelle Rémi Cureau. Je travaille pour Jacques & Brossard, qui est une société qui produit et distribue de la panification et de la viennoiserie, de la biscuiterie. Jacques & Brossard fait partie d'une coopérative agricole, le groupe Limagrin, basé plutôt, on va dire, du côté de Clermont-Ferrand. Et on utilise de la farine qui vient des producteurs des céréaliers dans nos produits. Pour ceux qui ont en tête que les producteurs ne sont pas à la pointe, vous allez voir, un producteur, une coopérative agricole, c'est avant tout des adhérents qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise, donc ils sont souvent très à la pointe des projets et très à même à gérer du changement. Jacques & Brossard, ce que je vous disais, donc on est boulanger-pâtissier, plutôt basé en France, un petit peu en Belgique, et on a 1400 collaborateurs, on couvre plusieurs domaines, on a plusieurs domaines d'expertise, on vend dans différents réseaux, la grande distribution, le B2B, un peu à l'export, et on a, on va dire, un ADN plutôt français, c'est rigolo, on a discuté Snowflakes, Solution BI, Pigment, voilà, je suis ravi de dire que finalement, côté en France, on a arrivé à faire des choses assez sympathiques. Ok, et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle et sur tes rôles passés? Alors, avant d'être chez Jacques & Brossard, parce que j'y suis depuis 6-8 mois, j'ai eu pas mal d'expérience en finance sur des groupes type le premier groupe Danone, ce que disait Cédric, là où on s'est rencontrés, General Mills et plus récemment dans le jeu de société chez Asmodee, qui est un premier éditeur et distributeur de jeux de société au monde. D'accord. Et tu as rejoint Jacques & Brossard il y a un peu moins d'un an, je pense. Exactement. Et quels sont les défis que tu rencontres aujourd'hui? Alors, chez Jacques & Brossard, quand je suis arrivé, on a eu un constat qui était incroyable, c'est l'outil, il n'y en a pas. L'outil, c'est Excel. Ça paraît dingue pour un groupe qui représente quand même pas mal de chiffre d'affaires, qui a une complexité avec plusieurs usines. Et donc, il y a un côté finance, c'est vraiment le Excel. Et du coup, ça veut dire que c'est chronophage. On peut avoir des problèmes de constance dans la data. Vous interrogez deux personnes sur un chiffre simple, ils vont dire bah, je vais ouvrir mon Excel et les deux n'ont pas forcément le même chiffre. Et l'équipe aujourd'hui, enfin plutôt l'équipe, aujourd'hui faisait beaucoup de reporting mais pas beaucoup d'analyse. C'est-à-dire que le reporting était super bien fait à travers du Excel, mais on s'arrêtait là et dès qu'il fallait commencer à analyser, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'est pas outillé et surtout on passe beaucoup de temps à faire du reporting et notre temps quelque part il est compté. Merci. Et pour toi, au niveau du contrôle de gestion en général, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui, les principaux défis du contrôle de gestion? Alors, les défis aujourd'hui du contrôle de gestion, ce que j'ai pu voir, et je pense que ceux qui sont spécialistes en finance le voient aussi, on a une forte contraction des délais. On ne peut plus clôturer et sortir de la data, de l'analyse à le 20 du mois. Le 20 du mois, on est déjà en train de se projeter. Donc il faut aller vite dans les clôtures. Donc il y a une contraction des délais. Il faut que tout aille plus vite. Et dans le même temps, on a une augmentation de la complexité. On a des environnements qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on rentre des nouveaux clients, on va rentrer des nouveaux marchés. On voudra plus d'analyse. On a pas mal aussi de turnover au niveau du top management. Donc, ce qu'ils ont vu dans une société, ils se disent je voudrais l'appliquer dans celle où j'arrive. Et ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas encore mis en place. Donc, c'est plus tendu sur les délais, c'est plus complexe. Et la notion du contrôle de gestion évolue de plus en plus à la demande du top management sur du copilotage.
il faut être copilote. Il ne faut pas juste donner de la data, il faut donner du sens à la data et proposer des choses. C'est ce que je vois aujourd'hui dans les sujets qui arrivent sur le contrôle de gestion. D'accord. Et au niveau de Jacques Brossard et de ta direction générale, justement, sur quoi ils t'attendent aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Jacques Brossard, la direction générale, nous attend, moi, l'équipe, sur plus d'anticipation, plus d'analyse. Si je devais résumer, ce serait moins de data coaching, plus de valeur ajoutée, et pouvoir leur donner un temps d'avance. Aujourd'hui, moi, je dois avoir un temps d'avance sur ce qu'a besoin le comité de direction. Je suis déjà en train de répondre à des questions que le comité de direction ne m'a pas encore posées. Ils ne sont pas posés la question en disant « je voudrais voir ça », et nous, on est en train de se dire, avant qu'ils ne posent la question, parce qu'on va mettre un certain temps à pouvoir y répondre, par exemple des PNL par usine, des PNL par ceci, un axe de lecture, un axe d'analyse qu'on n'a pas encore en place, mis en place, on anticipe les besoins futurs pour que le jour où la question sera posée, très rapidement, on aura la réponse et on aura déjà analysé. Et qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à lancer un projet EPM? Alors, ce qui nous a poussé, la genèse du projet EPM, moi je suis arrivé très récemment. Et on a bénéficié d'un alignement qui est assez rare. C'était le bon moment pour lancer un projet EPM. Pourquoi? Moi je venais d'arriver. Souvent les changements un peu majeurs vont être faits avec des changements de personnes. Donc moi je suis arrivé, un mois après mon arrivée, on a changé de CFO, qui était aussi prêt à la gestion du changement. Et donc on était au bon moment, on avait plutôt les bonnes personnes, on avait un peu de temps libre dans l'équipe. J'ai un gestionnaire de projet qui est détaché de l'opérationnel, c'est super important, je pense que j'en reviendrai après, qui avait 3 mois entre 2 projets. Donc on avait un petit slot d'avoir du temps de cerveau disponible de quelqu'un plutôt compétent. Et on avait un fort sponsoring des équipes qui n'étaient pas les équipes finance. La direction marketing, direction commerciale étaient vraiment en attente d'avoir de la data et d'avoir de la valeur ajoutée, de nous voir comme copilote. Et ils nous ont dit allez-y, on vous supporte dans le projet. Donc ça, c'était le bon moment. D'accord. Et c'était quoi les limites justement en termes d'outils et de processus que tu rencontrais, enfin, que tu rencontres toujours aujourd'hui, parce que le projet n'est pas forcément terminé, mais... Les limites, c'est les limites d'Excel, hein, c'est la rigidité. Aujourd'hui, une nouvelle analyse va nécessiter de sortir beaucoup de tableaux de bord, de fichiers pour répondre à la demande, et aucun aspect collaboratif. On a tenté à faire un peu de collaboratif en contournant 2-3 solutions dans Excel, et on s'est retrouvé vite quand on est 3 ou 4 à collaborer, ça va. Quand on commençait avec une cinquantaine, forcément il y en a un qui ça ne marchera pas, et d'ailleurs ça n'a pas marché. Quand on a fait remonter le budget, c'est le directeur informatique qui n'a pas réussi à faire montrer son budget. Donc c'était une bonne raison pour lui vendre le fait de passer sur autre chose qu'Excel. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Pigment et SBI? Alors, le choix de Pigment a été fait via la flexibilité du produit. Il y a d'autres solutions qui existent, mais la flexibilité et l'ergonomie d'utilisateur, c'est quelque chose qui est un outil qui est plutôt pensé avec un prisme de end user, moi, des gens qui sont plus opérationnels, des business partners de la finance, et SBI pour l'accompagnement métier qui sont capables de proposer. C'est pas juste de la technique, c'est aussi des gens qui ont une réflexion et une expertise, une expérience sur d'autres choses, et donc ils peuvent nous challenger sur est-ce que vous avez pensé à ça? Ou préparez-vous à? Et donc ils préparent aussi le futur. C'est pas simplement des exécutants, c'est des choses qui accompagnent la transformation. Et le démarrage de pourquoi on a choisi Pigment, en fait, avec Cédric, on se connaît depuis pas mal d'années, on échange de temps en temps, au minimum on s'appelle une fois par an pour les vœux. Et cette année, en janvier, moi j'étais chez Jacques Brossard depuis 2 mois, on s'appelle et je lui dis j'ai un sujet sur la masse salariale, on n'arrive pas à la modéliser, c'est pas très stable. Il m'a dit écoute, je comprends ton point, mais moi je vais te montrer quelque chose. Ça s'appelle Pigment, j'en avais un peu entendu parler, et là il m'a fait des démos. J'ai lu des démos, et là j'ai dit, c'est pas mal. Et ça a nécessité, ça a mis une petite puce à l'oreille en disant, il y a quelque chose à regarder. J'en parle autour de moi. Pigment, je connaissais via des réseaux professionnels, j'en avais entendu parler, quelques levaient la main, c'était pareil, j'en avais entendu parler sur des réseaux pro, en finance. Mon patron qui venait d'arriver avait eu une démo Pigment, et le groupe, Limagra, dans lequel je fais partie,
avaient commencé cette réflexion et certains s'étaient posé la question d'un EPM et peut-être de pigment. Donc quand il y a plusieurs personnes, un intégrateur, du réseau pro, vos patrons, des gens de votre écosystème qui vous parlent d'un même outil, vous dites ça vaut le coup d'aller le voir. On a fait une mise en concurrence, on va être très honnête, SBI et Pigment, avec avec un autre éditeur et un autre intégrateur qui étaient déjà présents dans l'écosystème Jacques et Brossard. Autant en finance, on n'avait pas grand-chose. Au niveau commercial, on est ultra bien outillé. Et voilà, donc on a fait jouer des appels d'offres, on a fait des proof of concept, et Pigment et SBI l'ont remporté par vraiment cette notion de souplesse et d'autonomie que l'on aura. C'est ce qui a fait la différence, alors que ce n'était pas gagné, vu qu'on avait déjà des partenaires qui étaient bien en place depuis des années chez Jacques et Brossard. Mais la perspective d'un accompagnement et d'avoir une solution sur mesure qu'on puisse faire évoluer par nous-mêmes nous a beaucoup plu. D'accord. Quels sont les projets prioritaires les objectifs prioritaires que vous êtes fixés avec le lancement de ce projet chez Jacques et Brossard? Les projets prioritaires, ça va être de fiabiliser la data. Aujourd'hui, j'ai une data qui est fiable dans la partie le grand livre. Quand on commence à rentrer sur l'analytique, c'est beaucoup moins fiable. Donc l'idée, c'est de pouvoir gagner en fiabilité, de fluidifier les process, de gagner du temps et d'avoir un process, un flux d'informations qui est unique, qui va pouvoir être partagé par tout le monde, et de gagner en autonomie. Pas moi forcément gagner en autonomie, mais je veux faire gagner en autonomie les business partners. Aujourd'hui, ils ont une question en finance, ils ont une question sur un PNL, ils ont une question sur un chiffre. Ils ne sont pas du tout autonomes pour aller le chercher, ils n'ont même pas envie d'aller le chercher. Donc en fait, ils m'appellent moi, ils appellent l'équipe, et c'est un temps, j'estime, qui a pas beaucoup de valeur ajoutée pour les équipes finance. On a autre chose à faire que d'aider un directeur général, un directeur commercial à lire un tableau. Il a aussi autre chose, il n'a pas besoin d'envoyer un mail ou de nous appeler pour ça, il devrait pouvoir le faire plus facilement tout seul. Donc on veut lui rendre de l'autonomie. Ok, et aujourd'hui on a parlé beaucoup de data IA dans les directions financières. Et quelle place tu penses que ça va avoir dans le pilotage financier de demain? Alors l'IA, c'est un levier ultra prometteur pour tous les managers, en finance particulièrement. C'est assez récent. Moi, je ne vous cacherai pas que l'IA, je voyais ça de manière un peu éloignée. Alors, l'IA finance, hein, je ne parle pas d'IA type Copilot ou ChatGPT. Et je pensais même être un peu en retard, clairement là-dessus. Et j'ai découvert hier, je commence à m'intéresser un peu plus à l'IA, je participais à un meeting sur l'IA pour des gens qui font du FP&A au niveau monde. On était 600, entre 600 et 700 participants. Et la première question, c'était est-ce que vous utilisez de l'IA dans votre quotidien? Donc la population était plutôt pour des financiers. Ils ont une appétence pour ça parce qu'ils se posent la question vu qu'ils participent au forum et au niveau un peu mondial. Et à votre avis, combien ont répondu qu'ils utilisaient déjà de l'IA dans leur quotidien? Il n'y a même pas la moitié des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me sentais super en retard, je ne dis pas que je suis en avance, mais en fait je suis comme à peu près un responsable FP&A ou un directeur du contrôle de gestion ou un CFO sur deux, on n'utilise pas l'IA. Et alors qu'on voudrait tous le faire parce que ça a du sens. Donc oui, c'est récent, ça va être un enjeu, et moi je vois deux gros gains. On va se parler que de la finance et que du contrôle de gestion en termes d'intelligence artificielle. Le premier, ça va être via les agents conversationnels de rendre de l'autonomie. Une fois que vous avez la data qui est propre, vous posez une question, vous faites un prompt, vous aurez les informations. Donc il n'y a pas besoin de contacter le contrôleur de gestion de l'usine pour avoir les informations. Vous promptez, vous avez la réponse en quelques secondes. Ça, c'est du temps pour le financier, mais c'est surtout ça rend de l'autonomie et ça met une culture financière aux business partners. Et c'est ça qu'on leur a vendu en disant vous aurez des réponses et vous serez plus autonome sur des questions légitimes que vous vous posez. Le deuxième gain qu'on va avoir, selon moi, à très très court terme, c'est la qualité de la data. Aujourd'hui, on se dit que nos data sont propres. En fait, non. Qui n'a jamais eu de problématique
en clôture sur un coût qui n'est pas mis sur la bonne section, ou une facture qui a été passée mais la provision n'a pas été reprise en face, n'a pas été extournée, ou une écriture qui a été passée dans le mauvais sens. Si ça vous est jamais été arrivé, embauchez-moi. Je vais aller chez vous. Et pour info, souvent en contrôle de gestion, quand on fait des travaux de clôture ou de pré-clôture, le premier truc qu'on va faire, enfin nous, nos équipes, c'est de contrôler ce qu'il y a dans la compta. Normal, la compta elle a des milliers de lignes à passer. Elle a une logique très société. Maintenant, si l'analytique est bien mis en face et que c'est sur la bonne section, pas la bonne section, limite, c'est pas très très grave. L'intelligence artificielle va pouvoir permettre de contrôler ces datas et de se dire attention, il y a des écritures qui ne sont pas au bon endroit, qui ne sont pas sur la bonne section, merci de les corriger. Et les corriger avant de devoir, lors de la clôture sur le mois en cours, et pas devoir les corriger dans le passé. C'est ça les gros avantages que je vois. À titre d'exemple, on est en train de lancer le projet. Hier, on s'est rendu compte qu'on a 4000 lignes de contacts qui ne sont pas depuis des années dans les bonnes sections. 4000. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de clôturer, ça ne nous empêche pas de faire du business, mais on se dit mince, quand même, ça fait quelques années qu'on est passé à côté d'un truc. Et donc, aujourd'hui, et on s'en est rendu compte ultra rapidement, parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Ok, merci. Et je reviens un peu sur la partie projet. Donc, tu as fait quand même pas mal de projets dans tes expériences précédentes. Et est-ce que tu retiens des leçons qui t'ont permis de mieux appréhender le projet qu'on fait actuellement? De ce que je retiens des projets, et celui-là, on est là, je pense, le parfait exemple, c'est qu'il faut être assez humble au départ. Mais il faut se lancer. Ça ne sert à rien de voir grand et de se dire, tant que ça, je n'ai pas une solution qui répond à tous les besoins, tant que je ne suis pas très clair sur exactement ce que je vais faire, je ne me lance pas. Il vaut mieux prévoir un scope qui est plus petit, mais qui est facilement atteignable et qui engage à l'action. Donc aujourd'hui, on a fait le pari de se dire qu'on va développer une solution européenne from scratch, Excel étant le from scratch, en 3 mois. On va couvrir 80% de notre besoin. Pour l'instant, on a juste ouvert un besoin financier, lecture de PNL, un peu d'analytique, des choses comme ça, sachant qu'on va faire d'autres choses derrière. On pourra faire contrôle de masse salariale, des process de prévision, planification, SLOP. Mais on s'est mis dans un temps 2 en disant on veut capitaliser rapidement sur un succès et de toute manière on a l'intime conviction que les besoins futurs seront couverts par la structure qu'on met en place aujourd'hui. Et c'est ultra vertueux de faire ça parce que les équipes elles ne s'épuisent pas à un horizon de plusieurs mois en disant le projet va durer 1 an et tous les jours, et aujourd'hui c'est ce qu'on dit, on a des contretemps, on a des mauvaises nouvelles, on se dit on avait prévu ça, finalement ça ne marche pas. Et comme on est sur des sprints assez courts, on est vite déjà en train de capitaliser sur quelques succès. Et ça change complètement de mindset en termes de gestion de projet, d'avoir une période de projet très courte où on sait que nous, dans 2 mois, on a un délivrable qui va nous apporter beaucoup et qu'on va continuer à faire progresser. Et notre courbe d'apprentissage augmente aussi, ce qui fait que quand on va arriver lors du go live, on n'aura pas tout à fait répondu à 100% des besoins qu'on s'est donnés, des besoins qui sont toutes modestes, mais on va pouvoir continuer et ces besoins, on va les couvrir par nous-mêmes, on n'aura pas forcément besoin de tiers pour faire les derniers développements. Ok, merci. Et avec un peu de recul, c'est quoi les éléments clés, tu penses, pour la réussite de ce type de projet? Alors, les éléments clés, ça va tourner autour d'un triptyque pour moi, entre les utilisateurs, moi je vais être un utilisateur, mes équipes vont être les utilisateurs, l'intégrateur et l'éditeur. Si vous n'avez pas ce triptyque-là qui est assez fort et qui fonctionne bien, ça peut être plus compliqué et je pense que c'est un élément qui est clé. Je vous donne un exemple très simple. Donc, forcément, on travaille beaucoup avec l'intégrateur. Quand vous êtes utilisateur, vous discutez en premier lieu avec votre intégrateur, mais ce n'est pas forcément suffisant. Moi, cet après-midi, on a fait 2 heures de training avec nos data, avec Pigment, sur un training spécifique. Et le retour des équipes est top parce qu'ils disent en 2 heures de training, on a appris plus que potentiellement en 6 heures de e-learning qui sont aussi disponibles sur la plateforme parce qu'on avait l'éditeur qui était en face de nous, qui répondait à nos questions, nos problématiques et qui avait même du coup travaillé un peu en amont en disant on travaille les data de Jacques Brossard. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un environnement
quand c'est avec nos data, les noms de nos clients, nos produits et nos ordres de grandeur. Ça, c'est un vrai plus. Donc, ça, c'est une clé, le triptyque utilisateur, intégrateur, éditeur. Il faut que les trois travaillent ensemble. Et la deuxième clé de succès, ça va être un chef de projet. Mais un chef de projet qui est détaché de l'opérationnel. C'est clé. Moi, j'ai pu voir, c'est la chance que j'ai là. On a quelqu'un qui a 3 mois de temps disponible pour nous aider là-dessus. Et dans mes expériences passées, les quelques fois où j'ai pu voir des projets qui ne marchent pas bien ou qui durent énormément dans le temps, c'est parce qu'on donne ce projet-là à quelqu'un qui a de l'opérationnel, et l'opérationnel prend le dessus. Parce que la priorité, c'est l'opérationnel, c'est pas forcément le projet, et donc le projet se décale, les gens s'épuisent, on loupe des créneaux, et on se donne un niveau, et on baisse le niveau d'exigence du projet. Donc quand on a un chef de projet ou quelqu'un qui peut être dédié ou surtout détaché de l'opérationnel, lui, son boulot, c'est en fait de rien lâcher. Et d'animer et de challenger les gens qui eux ont comment on est opérationnel. Moi, ça m'arrive de temps en temps de ne pas aller à des meetings, à des kick-offs ou à des points. Et en fait, c'est lui qui me remet dans le droit champ en me disant mais ok, mais je te l'ai enregistré, donc la vidéo, merci de la lire. Et tu feras le compte rendu, enfin, tu prendras le compte rendu, tu auras le compte rendu, tu le lis demain et on en discute. Et c'est son job, et ça, c'est clé pour moi. Et pour nous aussi, d'ailleurs, quand on implémente la solution, parce que ça aide vraiment à avoir un succès dans l'implémentation. Et si on se retrouve maintenant dans un an, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire sur ce projet? Moi, j'aimerais pouvoir dire que ça nous a permis de changer le processus et qu'on a réussi à embarquer, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va embarquer d'autres directions et qu'on a ouvert de nouveaux champs, de nouveaux applicatifs. Je pense que c'est le terme qu'utilise maintenant beaucoup la partie EPM. Aujourd'hui, on a un applicatif très finance. Moi, je voudrais ouvrir un applicatif sur les processus de consensus révision, la process NOP, avec les RH sur la masse salariale, le suivi des ETP et la projection de la masse salariale. Oui, on a 1400 collaborateurs un peu partout avec des profils très différents. Et ça va être la clé du succès, c'est comment est-ce qu'on va réussir à embarquer le reste de la société, mais pour qu'eux-mêmes utilisent l'outil et nous partagent leur applicatif de pigments. Parce que moi, j'ai des interactions à avoir avec les ressources humaines pour faire le budget de la masse salariale, par exemple. Mais j'ai pas envie d'en être honneur. J'ai envie d'en être presque client. Aujourd'hui, ils vont être clients de data financière. Bonne nouvelle pour suivre leur budget et le saisir. Moi, j'ai envie d'être client à mon tour dans un an des data qui vont mettre à disposition pour simuler de la masse salariale. Ok. Et pour clôturer, si tu avais un conseil à donner à des gens dans la salle pour s'ils hésitent à se lancer dans ce type de projet, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? En fait, il faut se lancer. Souvent, on finance, on conceptualise plein de choses et on se dit je fais une liste de Père Noël, je fais un cahier des charges ultra détaillé, j'ai 40 pages de cahier des charges, et à un moment, il faut dire ok, c'est bien, mais lançons-nous. Moi, mon cahier des charges, il tenait en 2 pages. Le pitch du projet tenait en 30 secondes. Et c'est avec ça qu'on est parti défendre un budget, défendre un projet, et en disant rendez-vous dans 3 mois. Et ça, c'est une fois qu'on a dit rendez-vous dans 3 mois, on a démarré le projet quasiment à ce moment-là, et ça nous a obligés à mettre toute l'équipe et une bonne partie de la société dans la même direction. Et ça, c'est le plus compliqué, mais se lancer, c'est la première étape. Une fois qu'elle est faite, entre guillemets, tout est simple, tout est beaucoup plus simple. Et une fois qu'on est lancé, moi, ce qui me surprend toujours, c'est la capacité qu'ont les équipes à s'adapter et à se sentir investies. Il faut avoir une vision assez optimiste du changement, et souvent les gens sont quand même vraiment prêts à changer si on leur explique juste pourquoi il faut le faire et pourquoi on le fait. Les gens, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a bien dit non. Ou s'il dit non, je dis ok, explique-moi pourquoi, explique-moi les freins. Mais rarement, les gens sont vraiment hostiles au changement, donc osons le faire, et c'est pour moi la clé du succès. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et merci d'être venu. Venu d'Île-de-France, donc un grand merci. Alors
va passer aux questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions alors, sur les différentes interventions, pas forcément que sur celle-ci? Est-ce que vous avez des questions en suspens? N'hésitez pas. J'ai une question. Oui. Le data lake, vous l'aviez déjà ou vous l'avez installé en même temps? Bonne Alors, question. ouais, je vais laisser parler le spécialiste parce que moi je suis utilisateur. Non, justement. Moi je n'ouvre pas le capot. Non, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de plateforme de données. Et donc, l'idée au départ, c'était de travailler par des extractions de fichiers depuis les outils sources. Directement avec Pigment? Non, parce que c'était un outil qui n'était pas connectable directement depuis Pigment, donc c'était via les API de Pigment. Et donc c'était parti dans cette direction-là, mais on a vite vu des limites. Et donc là, en ce moment, on est en train de discuter pour mettre en place une data platform, et donc pour justement passer par une data platform pour pouvoir accélérer les flux d'alimentation et faciliter l'intégration. Parce que ça reste quand même beaucoup plus simple de passer par une data platform, même si ça reste au début quelques données, parce que déjà, de 1, ça permet de faciliter le flux, de 2, ça permet de mettre la donnée, de la centraliser et de l'ouvrir à d'autres usages futurs potentiels, parce que là, ça allait passer par des fichiers plats qui allaient être poussés dans Pigment directement. Donc, c'était un peu dommage de passer du temps à développer des fichiers, des extractions de fichiers. Il y a beaucoup plus de sens à créer une data platform. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question. Qu'est-ce qui permet, parce qu'on se rend compte que le time il est assez court entre le moment où on a l'idée et le moment où il y a le point de décision. Qu'est-ce qui fait basculer alors le CIRCO, on peut dire, dans le fait de OK, on t'accompagne Rémi dans le projet, on y va? Alors l'ADN de Jacques Boissard et Guimarães, je vous dis, il y a des notions d'entrepreneurs. Ce qui paraît dingue, hein, quand on dit une coopérative agricole, on les voit sur leur tracteur en train d'eux, et en fait, on a une certaine forme de liberté, bien sûr sous contrôle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise ce que l'on fait. Et moi, je suis arrivé, 2 mois après mon arrivée, je dis, les outils, c'est quand même pas terrible. Et le directeur IT me dit, ben, c'est simple, en janvier, on fait une revue de tous les projets, de tous les besoins, et tu viens pitcher. Tu as un projet, tu viens pitcher. Je dis, ok, moi je suis là depuis 2 mois, je connais personne, il y a des projets qui passent depuis 5 ans, enfin, qui sont dans ce process-là depuis 5 ans. À un moment ou à un autre, je vais finir. Il y a un ranking. Et les 3 premiers projets sont présentés à un instance du dessus pour une histoire de budget, etc. Et donc, on a pitché, on est arrivé premier, parce qu'il y a aussi un mindset qui est de se dire, quand on vote pour un projet, on choisit un projet, on ne peut déjà pas voter pour les projets de cette direction, sinon c'est pas drôle, mais du coup c'est un peu plus fair, et il y a toujours cette notion de ça va servir à quoi? Est-ce que ça va servir au plus grand nombre? Et donc, pour répondre à la question, on a été assez vite entre nous, financiers, on veut faire ça, mais on a besoin de la validation de l'ensemble des autres directions ou du support de l'ensemble des directions de Jacques Boissard. Ils ont tous vu l'intérêt d'avoir un EPM pour leur quotidien. Donc ça nous a aidés. Et ensuite, quand on a expliqué au groupe ce qu'on voulait faire, le groupe a une vision assez simple en disant bah, vous nous prévenez, nous, si on ne vous dit pas non, vous pouvez y aller. Ils avaient des réflexions de PM au global, on n'était même pas au courant, donc ça les a un peu amusés de se dire bah, tiens, Jacques Brossard, une filiale à Paris, sachant que le Barry-Centre est quand même à Clermont-Ferrand, veut faire ça. Et en fait, ils nous regardent depuis quelques semaines, quelques mois sur allez-y, démarrer le projet, nous ça nous intéresse, on verra après comment ça va se passer. Et donc ça va plutôt vite, parce que c'est un peu le mode de fonctionnement de la société, qui laisse de la liberté et qui est vraiment très orienté collaboratif. Et ensuite, on a eu un énorme concours de circonstances, une nouvelle personne, donc de l'énergie. Grosso modo, moi, si je mets pas ça en place dans ma première année, je vais m'habituer à travailler avec du Excel, etc. Et je me suis dit, si je ne change pas au bout de la première année, je vais m'habituer à, et je n'aurai pas forcément l'énergie pour tout remettre en question. Donc c'était le bon moment. Et comme je l'expliquais, changement de CFO qui était plutôt aligné aussi là-dessus. Fin de budget, donc j'avais un peu de budget à récupérer côté informatique.
Donc, on a aussi, voilà, ça nous a permis de faire ça. Parfois, il y a des choses qui s'expliquent qui ne marchent pas, et parfois ça marche parce que ce projet-là, toutes les planètes se sont alignées les unes après les autres. On a eu des difficultés, il ne faut pas rêver, mais à un moment, on avait une conjoncture, le bon moment, la bonne équipe, des gens disponibles, le budget qui allait bien, parce qu'on avait eu un projet avec un autre projet dans un autre service avait été décalé, et le support de nos business partners et du niveau du dessus. Merci. Une autre question, peut-être? Non. Pas de questions. Pas de questions. Je crois qu'on arrive au terme de cette première partie. Ça va être l'occasion de continuer les discussions, les échanges et les réponses aux questions que vous pourriez avoir à travers un verre.